Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 17 juin 2026 et notre cher nouvel ami Elijah Magnier est avec nous. Bienvenue à nouveau, Elijah. Bonjour Nima, et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous. Avec grand plaisir. Permettez-moi de commencer par votre dernier article sur la situation actuelle, parce que fondamentalement, le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis dépend totalement, à mon avis, de ce qui se passe au Liban, entre Israël et le Liban. Comme cela a été souligné, nous avons entendu le ministre iranien des Affaires étrangères en parler, ainsi que le président du Parlement iranien. Ils insistent énormément sur leur position vis-à-vis du Liban. Et justement, votre dernier article posait la question, le Liban peut-il être séparé de l'Iran? Alors, selon vous, quelle est l'importance de votre dernière déclaration? Votre dernier article, que vous avez dit avoir publié aujourd'hui, parle de cette situation où Donald Trump semble penser qu'il peut faire entrer la Syrie dans le jeu. Il dit qu'Israël devrait se calmer un peu et peut-être ouvrir un nouveau front depuis le nord du Liban contre le Hezbollah. Mais tout le concept autour de la Syrie et de la chute de Bachar al-Assad, à la base, c'était de couper le lien entre l'Iran et le Hezbollah. Et jusqu'à présent, d'après ce qu'on a vu, ça ne s'est pas produit. Comment voyez-vous la situation actuelle, avec le protocole d'accord, et la manière dont Donald Trump parle du fait qu'Israël devrait se calmer un peu, pas se retirer du Liban, mais simplement lever le pied, pendant que la Syrie reviendrait dans le jeu? Vous posez trop de questions en une seule phrase, il faudrait toute une journée pour y répondre. Mais je vais essayer d'être aussi bref que possible. Alors, commençons par la Syrie. En Syrie, l'Iran a soutenu le président Bachar al-Assad à la demande du gouvernement de Damas. Il n'est pas intervenu en Syrie simplement parce qu'il voulait participer à la guerre. Cependant, les alliés peuvent parfois devenir des ennemis selon le théâtre des opérations. Et ici, je parle de la Turquie et de la Russie. Quand la Russie a commencé à s'impliquer en Syrie, son intervention visait les djihadistes, mais elle n'était pas pour autant en faveur de Bachar al-Assad. L'Iran avait donc un objectif différent, répondre à la demande du gouvernement syrien de soutenir le régime, non seulement contre les djihadistes, mais aussi contre les Américains et les Israéliens qui intervenaient sur le sol syrien. Mais pour l'Iran, c'était crucial, parce que c'était une ligne de vie directe vers le Hezbollah. Le Hezbollah et l'Iran ont une relation organique. Ce ne sont pas de simples alliés, et ce ne sont certainement pas, comme le disent malheureusement l'Occident et le monde universitaire, une relation de type proxy. Et je ne veux pas seulement l'affirmer, je veux le démontrer. D'abord, c'est l'Iran qui est entré en guerre au nom de son allié, le Liban, et plus précisément du Hezbollah. Ce n'est pas l'inverse qui s'est produit. Le Hezbollah n'est pas entré en guerre pour le compte de l'Iran. Il n'est pas intervenu pour soutenir l'Iran, mais pour imposer une nouvelle règle d'engagement au Liban que Israël avait violée. Mais le Hezbollah a combattu en Syrie pendant de nombreuses années contre les djihadistes, parmi lesquels l'actuel président Ahmad al-Sharif. Il est arrivé en Syrie après avoir été libéré par les Américains parce qu'il faisait partie de Daesh. À l'époque, le chef de Daesh, l'émir Abu Bakr al-Baghdadi, l'avait envoyé en Syrie comme son représentant au Levant. Quand il a pris de l'influence, il a décidé d'agir seul et de prêter allégeance au chef d'Al-Qaïda, le cheikh al-Zawahiri. C'est à ce moment-là que le conflit entre Al-Qaïda et Daesh a éclaté. Ensuite, Ahmad al-Sharif est parti en Turquie où il est devenu un allié très proche d'Ankara. Tout ce contexte est important pour répondre à votre question. Alors, est-ce que la Syrie irait au Liban pour attaquer le Hezbollah? Certainement pas, et cela pour de nombreuses raisons.
D'abord, les djihadistes, les anciens djihadistes, aujourd'hui au pouvoir, ont fait l'expérience directe de ce que signifie affronter le Hezbollah et de la manière dont ils ont été vaincus. Ces djihadistes avaient réussi à vaincre l'armée syrienne, qui avait refusé de se battre à l'époque où Bachar el-Assad était tombé, parce que le complot dépassait largement sa personne. Ensuite, la Turquie a entendu à plusieurs reprises Benjamin Netanyahou dire que, une fois les chiites éliminés, on s'en prendrait aux sunnites, en citant la Turquie et le Qatar. Il est donc impensable pour la Turquie, alliée de l'Iran à bien des niveaux, mais pas de Bachar el-Assad, d'accepter la défaite du Hezbollah, qui combat Israël par idéologie et pour la libération du territoire libanais occupé, et de laisser les Israéliens, avec un allié de la Turquie, aller vaincre le Hezbollah. C'est tout simplement impossible. Mais admettons, pour l'argument, que la réponse soit oui. Dans ce cas, on ouvrirait la voie aux Israéliens pour qu'ils s'en prennent ensuite à la Turquie. Donc d'abord, il est impossible pour le président al-Sharif d'affronter militairement le Hezbollah. Ensuite, ce n'est pas une faveur que qui que ce soit ferait à Israël ou aux États-Unis. Troisièmement, le président al-Sharif a dit au premier ministre libanais Nawaf Salam « Ne parle pas aux Israéliens et ne refais pas notre erreur, parce qu'ils ne veulent pas d'accord. » Il a essayé de conclure un accord avec Israël, mais Israël a refusé, car tout accord impliquerait le retour du plateau du Golan, de Quneitra et de toutes les zones de Syrie occupées par les Israéliens. Voilà pourquoi il y a tant de raisons de dire que tout cela relève plutôt de l'imagination, ou disons du vœu pieux, du président Donald Trump, qui ne connaît pas vraiment les dynamiques géopolitiques de cette région. Mais quand on parle du Liban aujourd'hui, on sait que, pour Israël, ils ont vraiment eu le sentiment que l'assassinat de Sayed Hassan Nasrallah, ajouté à celui des dirigeants iraniens, puis la chute de Bachar al-Assad, et ensuite une sorte d'illusion, un changement de régime à la manière de ce que les États-Unis ont fait au Venezuela, que tout cela pourrait aboutir à une nouvelle équation contre l'Iran, ce qui jusqu'à présent a complètement échoué. Mais selon vous, la manière dont Israël perçoit le Hezbollah aujourd'hui, est-ce réaliste? Ou bien est-ce simplement un discours, une rhétorique? Parce que, quand il s'agit d'Israël, je pense qu'on est vraiment aveugle à ce qui se passe dans l'esprit des Israéliens vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la région. Parce qu'au fond, tout tourne autour de l'occupation. Tout tourne autour de la conquête des terres. Tout tourne autour de la mort et de la destruction. C'est pour ça qu'on ne voit pas le ministre des Affaires étrangères d'Israël. Personne ne le connaît. Tout tourne autour, vous savez, du chef de l'armée, de la Knesset israélienne, du ministère de la Défense. C'est ça, le centre de tout. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de leur compréhension du Hezbollah et des capacités du Hezbollah? Parce qu'ils se battent contre lui. Ils voient comment le Hezbollah, même après l'assassinat, après toutes ces attaques dans le sud du Liban, continue de riposter avec ses drones, ses roquettes, ses embuscades. Et les pertes qu'ils subissent dans le sud du Liban font partie de leurs calculs. On a entendu l'ambassadeur d'Israël à l'ONU expliquer que ces drones deviennent une sorte de problème stratégique pour Israël. Quelle est votre lecture de tout ça? Et comment Israël perçoit-il aujourd'hui le Liban? Vous abordez un sujet que j'étudie depuis 35 ans, à la fois comme universitaire et comme journaliste. Le Hezbollah est largement mal compris par tous les acteurs, y compris par Israël. En général, on en saisit surtout la dimension militaire, et je vais expliquer pourquoi.
Pendant la guerre, Benjamin Netanyahou, après l'attaque de Pagé et l'assassinat de dirigeants du Hezbollah, a déclaré avoir reçu un rapport des services de renseignement, un document de 420 pages, qu'il a lu en entier pour comprendre que le Hezbollah était en réalité la force motrice face à l'Iran, et non pas derrière l'Iran. In front of Iran and not behind Iran. He was right in many aspects, but Il avait raison sur beaucoup de points. Mais au fond, le Hezbollah avait sa propre stratégie. C'est une relation organique avec l'Iran et aussi idéologique. Pourtant, les Israéliens et bien sûr les Américains n'ont jamais compris qu'assassiner des dirigeants ne change rien quand on parle d'acteurs hybrides idéologiques. Le Hezbollah ne peut pas être défini comme un acteur non étatique, puisqu'il est présent au Parlement, dans les ministères, au gouvernement et dans les municipalités, partout. Donc il fait partie de l'État, tout en restant un acteur hybride. Et c'est pour ça que si on élimine un dirigeant, ces organisations continuent à fonctionner, parce qu'elles ont un leadership horizontal, pas vertical. Vous en éliminez un, d'autres prendront sa place. La stratégie d'assassinat qu'Israël adopte est une stratégie tactique, parce que Benjamin Netanyahou a appris à la société israélienne à être plus théâtrale qu'à aller au fond des choses et à viser des résultats stratégiques. Il peut obtenir des résultats tactiques, oui. C'est ce dont il se vante. Nous avons tué tel dirigeant, nous avons éliminé tel autre, nous avons assassiné cette personne. Nous avons un bras long, nous pouvons frapper partout. Bien sûr qu'il peut frapper partout quand la moitié du monde le soutient avec de faux passeports et appuie le Mossad où qu'il opère, même quand ses agents sont arrêtés. Et ils l'ont été, à Chypre, en Suisse, en Europe. Dans beaucoup d'endroits. Mais ensuite, en Jordanie, puis relâchés. Donc avec tout ce soutien et ces moyens, on peut aller tuer n'importe qui et s'en sortir, parce qu'il n'y a aucune responsabilité. Cependant, les Israéliens, après le 7 octobre, ont changé de doctrine. Aujourd'hui, ils comprennent la nécessité de créer une zone tampon sur le territoire de l'ennemi, pas sur le leur. C'est pour ça qu'ils sont allés occuper 53% de Gaza, puis 60% maintenant, et que Netanyahou a donné l'ordre à l'armée d'aller jusqu'à 70%. C'est aussi pour ça que les Israéliens sont allés au Liban et ont occupé plus ou moins entre 7 et 10% du territoire libanais, ou du moins qu'ils y opèrent, rendant le retour des habitants difficile parce qu'ils veulent créer une zone tampon sur le territoire libanais. Et ils ont fait la même chose en Syrie, sur le plateau du Golan, à Kenitra, en adoptant la même doctrine. En Cisjordanie, autrefois, cette région représentait 20% de la Palestine. Aujourd'hui, c'est à peine 10%. Parce qu'encore une fois, ils ont créé une zone tampon à l'intérieur du territoire palestinien, mais pas dans la zone contrôlée par Israël. La doctrine actuelle vis-à-vis de l'Iran a échoué pour une raison très précise. L'axe de la résistance n'avait pas de centre de commandement et de contrôle commun avant juin 2025. C'était simplement une dissuasion par le récit. Une idée utilisée, mais sans véritable salle d'opération commune où tous combattaient ensemble, coordonnaient leurs actions, lançaient attaques et défense en même temps. Quand l'Iran a été frappé illégalement en juin 2025, c'est à ce moment-là qu'il a compris la nécessité de soutenir ses alliés, ceux qui avaient subi un revers à cause des Israéliens, des Américains et du reste du soutien occidental. Après le 7 octobre, tout le monde a soutenu Israël. Alors, quand on voit l'Iran, en juin 2025, riposter après 17 ou 18 heures, puis l'Iran riposter après 15 minutes, la première fois en juin 2025 et la seconde en février 2026, on comprend que l'Iran s'était préparé à la bataille, comme il s'y prépare aujourd'hui. Parce que l'Iran a été attaqué 2 fois pendant des négociations. Et maintenant qu'il s'apprête à signer un cadre d'accord,
C'est encore une négociation où l'Iran estime que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance. L'Iran sait qu'il peut être attaqué avant, pendant ou après la négociation. Aujourd'hui, les Israéliens se retrouvent coincés parce que Donald Trump leur demande de quitter les zones tampons. L'Iran, lui, est très malin. Il demande l'arrêt de toutes les guerres sur tous les fronts, y compris à Gaza, en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen et en Iran même. Et les Israéliens répondent qu'ils veulent garder leur liberté d'action et qu'ils veulent conserver leur zone tampon. Et c'est à ce moment-là qu'on entend les critiques de Donald Trump contre Benjamin Netanyahou, qui de son côté demande à la chaîne 14 et à ses ministres d'attaquer Trump. Mais lui, il dit qu'il doit gérer sa relation avec le président avec prudence. Il ne veut pas sortir publiquement pour l'attaquer. Cependant, Benjamin Netanyahou n'acceptera jamais, dans les 6 prochains mois, de se retirer de ce qu'il appelle une zone tampon, parce que cela reviendrait à aller en prison. Il a 3 affaires de corruption en cours et il perdrait les élections pour le poste de Premier ministre, à moins d'avouer. Et dans ce cas, il aurait besoin que le président d'Israël le gracie. Mais quoi qu'il arrive, ce serait la fin de sa carrière politique. Donc pour le Premier ministre israélien aujourd'hui, c'est une question existentielle pour sa carrière politique, mais pas pour Israël. Oui. Aujourd'hui, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que toute personne qui lève la main contre l'État d'Israël, que ce soit à Gaza, au Liban, en Syrie ou ailleurs, sait qu'il y aura un prix à payer. Et vous savez, d'abord, ils perdent la terre, puis ils perdent leur maison. C'est leur stratégie. Je pense que la guerre contre l'Iran a complètement bouleversé l'image d'Israël au Moyen-Orient. Parce qu'avant que tout cela ne commence, Israël pensait pouvoir influencer le Liban, influencer la Syrie. Il croyait avoir détruit l'axe de la résistance. Vous vous souvenez de cette période, avant le début de la guerre, avant juin 2025. Je parle de la première vague d'attaques contre l'Iran. Parce qu'Israël avait lancé ses attaques avec le feu vert de l'administration Trump à l'époque. Alors voilà où on en est aujourd'hui. Comment comparez-vous Israël tel qu'il était avant juin 2025 et tel qu'il est maintenant? Et comment est-il perçu aujourd'hui par l'opinion publique dans la région? En juin 2025, Israël pensait pouvoir affronter l'Iran seul. D'après ce qu'a déclaré Donald Trump après la guerre, il a dit que Benjamin Netanyahou l'avait supplié au bout de 5 jours d'arrêter le conflit. Ce qui veut dire que quand Netanyahou comprend que ses objectifs sont impossibles à atteindre, il se tourne vers la destruction totale parce qu'il dispose de l'aviation pour frapper et des bombes américaines qu'il utilise très largement. Et ensuite, il veut arrêter parce qu'il ne peut pas faire face aux missiles iraniens. Pour Benjamin Netanyahou, selon le membre du Congrès américain Van Hollen, c'était une opportunité. Van Hollen a dit après 40 ans, Israël avait trouvé un président américain stupide pour l'entraîner dans une guerre contre l'Iran. Ce sont ses mots, et c'est vrai. C'est très rare qu'Israël réussisse à pousser les Américains à commencer et à terminer une guerre pour son compte en y engageant toute sa puissance militaire. Mais je pense, sans vouloir être cynique, que c'était le plus grand service que les Américains et les Israéliens aient rendu à l'Iran en février 2026. L'Iran avait peur d'une guerre avec les États-Unis. Après tout, l'Amérique est une superpuissance, avec la plus forte armée du monde, 780 bases militaires, et la capacité de bombarder depuis n'importe où. L'Iran avait accepté l'accord avec Barack Obama en 2015, justement pour éviter la guerre. Quand les Américains et les Israéliens ont franchi ce seuil et sont entrés en guerre, l'Iran a accepté ce qui lui était imposé, s'est défendu
et a réussi à empêcher les Américains et les Israéliens d'atteindre leurs objectifs. Ensuite, l'Iran a pris une nouvelle position de force. Ce que Benjamin Netanyahou nous avait dit, qu'il allait devenir une superpuissance au Moyen-Orient, ce sont ses propres mots. En réalité, c'est l'Iran qui est devenu la puissance régionale du Moyen-Orient. Et nous revenons à une position de l'Iran dans la région, comparable à celle qu'il avait sous le Shah, mais cette fois avec la République islamique. Avant 1979, l'Iran était le pays le plus fort du Moyen-Orient. Aujourd'hui, 47 ans plus tard, tous les pays arabes, y compris l'Arabie saoudite, ont demandé à Donald Trump « Si tu veux faire la guerre à l'Iran, termine-la complètement. » Parce qu'ils comprennent très bien ce que cela signifie. L'Iran tel qu'il est aujourd'hui en sortirait encore plus fort. L'Iran a bombardé tous les pays du Golfe, conformément à l'article 33-14 des Nations Unies, parce que ces pays du Golfe ont utilisé leur territoire comme base et comme théâtre pour attaquer l'Iran. Aujourd'hui, ces pays du Golfe vont payer, enfin ça me fait rire, parce que Saddam Hussein, lui, faisait exécuter ou assassiner des gens, puis il envoyait le corps aux parents en leur demandant de payer la balle. Aujourd'hui, l'Iran va recevoir de l'argent pour sa reconstruction, venant des mêmes pays qu'il a bombardés, les pays du Golfe, parce qu'ils ont permis aux Américains d'utiliser leurs bases dans la région. Et il va même toucher des compensations pour ça. C'est une position de force. Benjamin Netanyahou, lui, comprend aujourd'hui que son récit, selon lequel, après la guerre contre l'Iran, il verrait les pays arabes faire la queue pour venir supplier d'avoir une relation avec Israël, s'est effondré. Plus personne ne cherche à s'allier avec un perdant, parce qu'un perdant, ça n'a pas beaucoup de pairs, ça n'en a qu'un seul. Et les pays du Golfe aujourd'hui ont compris qu'ils avaient besoin d'un accord avec l'Iran, surtout d'un accord de sécurité. Ils ne veulent plus être bombardés. Ils ne veulent plus qu'un président américain utilise leur territoire, les entraîne dans une guerre sans leur demander leur avis, et qu'ils aient ensuite à en payer le prix. L'équilibre a complètement basculé. Et c'est ça que ressent Benjamin Netanyahou, pas Donald Trump. Trump a dit « Ok, je suis un joueur. On m'a dit qu'en 3 jours, ce serait terminé. » Pour lui, c'était un autre Venezuela, une victoire rapide. Et ensuite, il pourrait dire « J'ai mérité le prix Nobel parce que j'ai réussi à arrêter 9 guerres au Moyen-Orient et dans le monde. » Puis il a ajouté qu'il voulait changer le régime. Mais hier, il a changé d'avis. Il a dit « Non, non, ce n'est pas ce que je veux. » Et il a déclaré vouloir contribuer à l'élection du Wali al-Faqih, le guide de la révolution. Ce qui montre à quel point il ignore le fonctionnement du système électoral iranien. Et selon lui, ce qui s'est passé n'a aucune conséquence. Ensuite, il a dit qu'il allait serrer la main et rencontrer, disons, Mojtaba Khamenei, sans se rendre compte que c'est lui qui a tué son père, sa mère et plusieurs membres de sa famille. Tout ce manque de compréhension a renforcé la méfiance envers l'Iran, mais il a aussi poussé l'Iran à imposer un accord très strict aux Américains. En 2015, l'Iran a dû prouver sa bonne volonté en appliquant toutes les mesures en premier. Et aujourd'hui, c'est l'Iran qui exige des Américains qu'ils fassent la même chose, qu'ils mettent tout en œuvre avant elle. Les Américains doivent tout appliquer d'abord, en commençant par la partie la plus difficile, mettre fin à la guerre au Liban et retirer toutes les forces israéliennes dans un délai de 60 jours. Oui. Tu trouves pas que d'une certaine façon, quand on regarde cette revendication, ou la manière dont ils en parlent, ça paraît un peu délirant? Parce que, franchement, comment ce serait possible sans passer dans la clandestinité et sans forcer Israël à quitter le Liban? Je pense que la volonté politique est essentielle. Mais il faut aussi une forme de volonté concrète, un mouvement réel pour pousser Israël hors du Liban.
À ton avis, est-ce que ça peut arriver? Et comment tu perçois la façon dont Donald Trump parle de cette situation? Et quel pourrait être, selon toi, le levier des Iraniens sur Israël pour qu'ils quittent le Liban? Regardons un peu ce qui se passe dans le sud du pays. Let's see what's happening in the south of Lebanon. We have seen a war since more than 100 days. Nous assistons à une guerre qui dure depuis plus de 100 jours. D'après les Israéliens, ils ont engagé 5 divisions, soit environ 70 000 soldats. Et pourtant, ils n'ont pas réussi à avancer de plus de 7 kilomètres depuis la frontière. Dans plusieurs zones du sud du Liban, notamment à Metula, qui est tout près des villages libanais du sud, les Israéliens ont réussi à progresser. Cela montre qu'ils font face à une résistance extrêmement forte. Si on regarde la bataille aujourd'hui, sur la colline d'Al-Tahrir, au-dessus de Nabattieh, on voit que les Israéliens essaient désespérément de l'atteindre. Parce que si le cessez-le-feu est appliqué et imposé à Israël vendredi, alors d'ici vendredi, ils doivent l'occuper pour pouvoir y rester. Et c'est là que Netanyahou dira non à Donald Trump. And this is where Netanyahu will say no to Donald Trump. And if he says no to Donald Trump, then Et si Donald Trump refuse, alors le Hezbollah, au bout de 60 jours, dira très bien, l'accord est désormais rempli. Les Iraniens pourront dire la même chose, et ils diront aux Américains, vous et moi, nous avons un cadre pour régler nos affaires ensemble, mais moi, je m'occuperai d'Israël. Et à ce moment-là, l'Iran ira en guerre contre Israël, seul. Voyons alors si Benjamin Netanyahou sera capable de tenir, même s'il garde la supériorité aérienne. Parce qu'il n'a pas la capacité d'intercepter les bombes à fragmentation iraniennes, celles qui ont été vraiment meurtrières lors de la dernière confrontation en juin 2025, dans les derniers jours. Donc, c'est un scénario qui peut se produire au moment où la résistance tiendra le terrain. Et elle le tient déjà. Dans certaines zones, la résistance a changé de tactique. Ils laissent les Israéliens entrer pour augmenter le nombre de pertes, puis les Israéliens se replient pour chercher une position plus sûre et éviter d'étendre leurs forces. Donc, où que se trouvent les Israéliens dans le sud du Liban aujourd'hui, ils ne se sentent pas en sécurité. Ils se sentent très vulnérables et ils ne savent pas comment gérer la résistance locale, c'est-à-dire le Hezbollah. Et ils auront en face d'eux un soutien irano-israélien, parce que le centre de commandement iranien avait promis de frapper Israël si Israël bombardait Dahieh en premier. Mais hier, ils ont déclaré que si Israël poursuivait son attaque contre le Liban, ce ne serait plus seulement Dahieh, mais tout le territoire libanais. Et je pense que cela sera mis en œuvre à partir de vendredi. Oui. Regardez la façon dont le Hezbollah se bat. Vous pensez que la Syrie peut faire quelque chose à ce sujet? Comme vous l'avez dit, la situation d'Israël est vraiment désespérée. Parce que s'ils décident de rester dans le sud du Liban, eh bien, on a appris hier soir qu'ils avaient retiré une partie de leurs chars et de leurs troupes de certaines zones du sud du Liban et qu'ils se repliaient encore plus vers le sud. Et depuis Qiyam, ils déplaçaient aussi leurs chars et leurs forces vers d'autres endroits, principalement plus au sud. Mais pour ce qui est des forces israéliennes, on voit bien que la situation n'est pas tenable. Elles sont frappées par des drones, des roquettes, des embuscades. Et je pense que la manière dont Donald Trump parle de la Syrie montre qu'il veut introduire quelque chose de nouveau pour briser l'épine dorsale du Hezbollah, pour agir d'une manière ou d'une autre. Vous savez, ils ont déjà essayé de provoquer une sorte de guerre civile au Liban avec le gouvernement. Vous savez ce qui se passe avec le gouvernement. Et la position du gouvernement libanais, tout comme celle du Hezbollah, fait déjà face à de lourdes répercussions au sein de la société libanaise à cause de ce genre de désaccord avec le pouvoir à Beyrouth. Alors si on ajoute à cela la question de la Syrie, qui, d'après ce qu'on a appris du gouvernement syrien jusqu'à présent, n'est pas disposé à s'impliquer, ils ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas en faire partie. Même Al-Shara, l'ancien chef du HDS, a dit au premier ministre libanais
ne négociez pas avec Israël. Rien de bon n'en sortira. Mais malgré tout, il semble que Donald Trump pense pouvoir les forcer à entrer dans cette équation, à les intégrer au Liban, dans le schéma qu'il a en tête. Alors, quel serait exactement ce rôle? Et en quoi cela pourrait-il amener un changement en faveur d'Israël? Est-ce que cela va vraiment se produire? First, let's look at the first. D'abord, regardons les 3 ou 4 premiers mois du contrôle d'Ahmad al-Shara en Syrie. Pendant ces 3 à 4 mois, Israël a bombardé chaque jour tous les entrepôts et toute l'industrie des missiles du pays. Ils ont tout frappé, les hélicoptères, la marine, et ils ont détruit tous les chars les plus avancés. They've destroyed all the tanks that are more advanced. They left the T-52 tanks, the very old version. Ils ont laissé les chars T-52, les très anciens modèles qu'on peut littéralement faire brûler avec un simple RPG. C'est complètement différent des chars modernes d'aujourd'hui. Donc pas besoin d'utiliser un missile à guidage laser pour en détruire un. Voilà pour le premier point. Ensuite, la Syrie n'a pas les moyens militaires pour faire ça. La Syrie n'a pas assez d'hommes pour le faire. Troisièmement, le Hezbollah ne combat pas dans le sud du Liban avec toute la puissance de ses forces terrestres et de ses forces spéciales. Les forces du Hezbollah sont divisées en 3 parties. La première, ce sont les forces dites géographiques, c'est-à-dire les gens qui vivent dans les villages et les villes depuis toujours, de génération en génération. Ce sont eux qui constituent l'essentiel de la force qui défend le territoire, là où les forces d'occupation avancent, que ce soit en Syrie ou en Israël. On parle ici de dizaines de milliers de combattants. La deuxième, ce sont les forces spéciales, les forces Radwan. Si on regarde les pertes du Hezbollah, d'après les Israéliens, ils disent qu'environ 1000 combattants ont été tués jusqu'à présent. Mais Benjamin Netanyahou est soudainement sorti, il y a 2 jours, en affirmant qu'il y en avait 10 000. En gros, il a juste ajouté un 0 de plus au nombre de morts du Hezbollah. Donc, la vallée de la Bekaa, qui est à la frontière avec la Syrie et le Nord, toutes ces forces-là n'ont encore jamais été engagées dans une bataille contre les Israéliens. Elles sont toujours là, des dizaines de milliers de personnes appartenant au Hezbollah, vivant dans leur village. Ce sont les mêmes que l'armée iranienne, qui n'a pas pris part à la guerre depuis 40 jours, et que Donald Trump prétend avoir détruite. Pas un seul soldat de l'armée iranienne, ni des Basijis, n'a été engagé dans le combat, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque terrestre des Américains. C'est exactement la même chose dans le sud du Liban, dans la vallée de la Bekaa et dans le nord du pays. Les forces qui affrontent les Israéliens sont uniquement sur la ligne de front dans les 7 à 10 premiers kilomètres. Toutes les autres, situées derrière, au nord du fleuve Litani, sont encore intactes au Liban. Elles n'ont pas combattu. Alors, Donald Trump ne sait pas vraiment de quoi il parle. Il a déjà dit, il y a quelques mois, qu'ils auraient pu quitter la Syrie pour attaquer le Hezbollah et qu'ils étaient prêts à le faire. Et hier, il a répété la même chose. Mais en réalité, il ne fait que répéter. Il ne se rend pas compte des conséquences. Et surtout, la Turquie ne permettra jamais ça. D'ailleurs, la Turquie n'est pas loin de soutenir le Hezbollah dans ce qu'il fait contre les Israéliens, parce que la Turquie n'a jamais été un ennemi du Hezbollah. En fait, je peux vous révéler quelque chose que je n'ai jamais dit. Beaucoup de partisans du Hezbollah qui travaillaient avec le Mossad et rencontraient des agents israéliens en Turquie ont été découverts par les Turcs, et ces informations ont été transmises au Hezbollah. Donc on ne parle pas d'un pays qui est l'ennemi du Hezbollah. Bien au contraire, surtout quand il s'agit d'Israël. Bien sûr, ils n'étaient pas amis en Syrie, parce que comme je l'ai déjà dit, chaque terrain a ses particularités. L'Iran et la Turquie entretiennent d'excellentes relations, mais en Syrie, ils n'étaient pas alliés. Ils étaient opposés. Alors, quand il s'agit d'Israël,
même si beaucoup diront « Oui, mais la Turquie fournit du pétrole à Israël, ou du gaz, ou de la nourriture, ou encore que tous les uniformes de l'armée israélienne viennent de Turquie », ça ne veut pas dire que la Turquie va soutenir les Israéliens ou leurs alliés contre le Hezbollah. Ça n'arrivera pas. Je pense qu'une partie de l'équation, ce serait de se dire, imaginons que Donald Trump soit honnête et qu'il soit incapable de faire pression sur Israël à cause, vous savez, de son administration, de ses liens avec les sionistes, tout ça. Il a deux options en ce moment. Soit repartir en guerre contre l'Iran, comme il a décidé de le faire, en lançant cette guerre d'agression contre l'Iran le 28 février de cette année, 2026, soit essayer de faire quelque chose sur le plan politique avec l'Iran. Et imaginons qu'il veuille tenter quelque chose de politique. Il veut trouver une solution alternative, au lieu d'entrer dans une nouvelle guerre contre l'Iran. Qui peut l'aider? Je dirais que la Turquie a la capacité et le poids dans la région pour coopérer avec l'Iran ou d'une certaine manière avec l'agenda de Trump, si tant est que cet agenda existe. Et vous avez mentionné la façon dont la Turquie peut faire pression sur Israël, que ce soit sur la question de l'énergie ou sur celle de la Syrie. Ils se font face. À votre avis, est-ce que ça va vraiment arriver? Ou est-ce qu'il est un peu illusoire de penser que la Turquie pourrait s'opposer à Israël dans un avenir proche? Parce que regardez ce qui s'est passé. L'Iran a dit que si Israël attaquait Dahia, par exemple à Beyrouth, il répondrait. Et c'est ça le nouveau calcul. Ça n'existait pas avant le début de la guerre. C'est le grand changement dans toute la région. Donc si la Turquie intervient, même un peu, d'une manière qui lui permette de faire pression sur Israël, ça pourrait vraiment tout changer, mettre une énorme pression sur le gouvernement Netanyahou. Ce n'est pas lié aux États-Unis, ni à la façon dont Trump essaie de négocier ou de conclure un accord. C'est la région elle-même qui se retourne contre lui. À mon avis, les deux forces importantes, ce sont l'Iran et la Turquie. Je ne vois pas grand-chose du côté des pays du CCG. C'est pour ça que je dis que la Turquie pourrait être cette alternative. Je ne pense pas que la Turquie interviendra parce qu'elle a déjà, selon les Israéliens, empêché les Kurdes d'entrer en Iran et joué un rôle pour bloquer le soutien américain aux Kurdes du Kurdistan, dans le nord-ouest de l'Iran. C'est là que la Turquie estime que sa sécurité nationale est menacée. Elle ne veut pas voir les Kurdes armés, ni la création d'une nouvelle enclave proche du Kurdistan irakien. C'est aussi là que le rêve du Rojava, la nation kurde, pourrait se concrétiser. Massoud Barzani, le dirigeant du Kurdistan irakien, a déjà tenté de proclamer l'indépendance, mais il a échoué en 2018-2019. C'est donc là que la Turquie fixe sa limite. En revanche, elle n'a pas besoin de se battre seule contre Israël. Elle a besoin de ses alliés et elle soutient ceux qui combattent Israël. Par exemple, la Turquie et le Hamas sont très proches. La Turquie et le Qatar aussi. Ils appartiennent tous aux frères musulmans. Le Hamas, la Turquie et le Qatar. Donc ce type de collaboration peut conduire à un soutien contre les Israéliens quand c'est jugé nécessaire. Et c'est là que la Turquie peut jouer un rôle. Cependant, la Turquie ne jouera pas de rôle pour interrompre ses relations économiques avec Israël. Et au bout du compte, elle reste membre de l'OTAN, l'un des plus puissants après les États-Unis. Elle abrite aussi à Incirlik une base américaine avec une 50aine de bombes nucléaires pointées vers la Russie, même si la Turquie et la Russie sont aujourd'hui très proches. C'est là que la géopolitique prend tout son sens. La Turquie ne va pas se suicider en s'opposant à Israël. Elle n'a pas de frontière avec Israël et devrait mener une guerre à distance. On a vu ce qui est arrivé à Israël quand il a affronté l'Iran de loin, ou même le Yémen. La distance est énorme, même avec la Turquie. Il n'y a que la Syrie à traverser.
La Turquie a une grande influence sur les Syriens et pourrait rendre la vie des Israéliens très difficile à la frontière, si elle le voulait. Mais elle ne veut pas le faire parce qu'elle entretient de bonnes relations avec Donald Trump. La Turquie sait bien que Donald Trump est imprévisible et qu'il n'est pas l'ennemi d'Israël, même s'il voit les intérêts d'Israël différemment de Benjamin Netanyahou. Je pense que c'est justement ça, le point pour Donald Trump. Il a le sentiment qu'il sait mieux faire, qu'il peut faire quelque chose de mieux pour Israël que le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est tout l'enjeu. Mais, à mon avis, l'idée qu'il se fait d'un meilleur Israël, lui et son administration, reste celle d'un Israël qui occupe encore, selon vous. Le Liban occupe la Syrie, et il parle, comme vous l'avez mentionné, de 70% de Gaza. Juste avant d'arriver à ce sujet, Israël Katz, le ministre de la Défense, et Smotrich l'ont répété. Tous les deux ont dit, les 70% de Gaza, on ne va pas négocier là-dessus. On va les prendre. Et c'est la nouvelle logique, en quelque sorte. Vous savez ce qui se passe en Cisjordanie, la situation là-bas. Et je me demande combien de temps les États-Unis comptent rester dans la région. Est-ce qu'ils vont y rester éternellement pour se battre? Parce que comme vous le savez, il y a une nouvelle section, la section 224 aux États-Unis. Ils veulent fusionner les deux armées, l'américaine et l'israélienne. Donc, c'est une nouvelle sorte de piège pour les États-Unis dans la région, s'ils décident d'aller dans ce sens. Je ne sais pas s'ils considèrent ça comme un piège ou comme une forme d'amitié ou autre chose. Vous savez, beaucoup de gens affirment que toute la question d'Israël fait partie de l'Empire américain et que c'est une des manières de comprendre la situation au Moyen-Orient. Mais au fond, je pense que les États-Unis ont atteint leurs limites dans la région. Parce que là, c'est la fin. C'est la dernière sorte de confrontation militaire contre l'Iran. Que peuvent-ils encore faire pour Israël? Comment expliquer l'état d'esprit israélien et la façon dont ils demandent aux États-Unis de rester présents dans la région? Il ne faut pas être trop optimiste, parce que Donald Trump ne va pas résoudre la question palestinienne, le conflit libanais ou le conflit entre l'Iran et Israël simplement avec un accord cadre qu'il signe avec l'Iran. Même s'il est piégé par la phrase disant qu'Israël devra se retirer de tous les territoires occupés et mettre fin à la guerre sur tous les fronts, cette phrase est très élastique et on peut l'interpréter de 1000 façons. Je ne pense donc pas que les Américains se rendent compte que ce qu'ils demandent ou ce sur quoi ils s'entendent est aussi simple que ça. Et Donald Trump change très facilement d'avis. Il joue sur les mots et il peut dire « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire ». Et là, on revient à la case départ. Ça ne veut pas dire qu'ils repartent en guerre contre l'Iran parce qu'ils n'ont plus vraiment de cibles dans leur banque d'objectifs. Quand les Israéliens disent « on a des sites pétrochimiques, on a de l'énergie à bombarder », c'est parce qu'ils aiment le chaos. Les Américains n'aiment pas le chaos parce que le chaos, ça veut dire l'inflation, la hausse des prix, la hausse de l'essence et tout ce qui va avec. Donc il y a deux objectifs différents entre les Israéliens et les Américains. Mais les Américains surestiment leur influence sur Israël dans tous les domaines. Parce que pour Israël, la question de la sécurité, c'est une mentalité fondée sur la guerre, sur le meurtre, sur le génocide et sur l'occupation. Et ils ne veulent vivre en paix avec personne, même pas avec eux-mêmes. Ils sont donc en guerre en permanence. Où voit-on une si petite zone posséder 450 avions de chasse parmi les plus modernes? Pourquoi faire? Les Israéliens ont 20 000 km². L'Iran en a 1 648 000. Les Israéliens ont un arsenal de bombes capable de couvrir tout le Moyen-Orient. Regardez la taille des bombes et le nombre de bombes qu'ils ont larguées sur Gaza, sur le Liban et sur l'Iran.
Elles équivalent à plusieurs bombes nucléaires, sans la radiation, bien sûr. Cette générosité en munitions, cette technologie de guerre moderne, tous ces missiles d'interception ultra-modernes déployés en Israël, tout cela n'a qu'un but, protéger Israël, pour qu'Israël puisse ensuite mener d'autres guerres. C'est vraiment quelque chose que le monde ne peut pas supporter, mais sur quoi il n'a rien à dire, parce que les Américains protègent tout cela. Et eux considèrent qu'Israël fait partie de la sécurité nationale américaine. Cette intégration avec les services de renseignement, avec l'armée, Israël fait déjà partie du CENTCOM, le commandement central, montre qu'il y a déjà une intégration très forte. Mais là où les Américains se trompent, c'est en pensant que cette intégration et le fait de donner à Israël autant de soutien, des milliards de dollars d'aide et des milliards de dollars en munitions, leur donne un moyen de pression sur les Israéliens. Eh bien, Joe Biden n'avait pas de levier sur les Israéliens. Barack Obama non plus. Certains diront que c'est parce qu'ils sont démocrates, pas républicains. Très bien. Mais aujourd'hui, Donald Trump est républicain et il a dit à Benjamin Netanyahou « Ne bombarde pas Beyrouth ». Et Netanyahou est allé bombarder Beyrouth. Il a aussi dit qu'Israël devait arrêter les assassinats ciblés parce qu'ils font s'effondrer des immeubles entiers et tuent beaucoup de gens. Netanyahou ne va pas arrêter les assassinats ciblés, ni au Liban, ni en Iran. Il va continuer parce qu'il veut pousser les Iraniens à réagir et il veut faire exploser tout l'accord. Il le fait en reprenant une expression, une formule que l'Occident avait donnée à Israël et que les Israéliens utilisent maintenant contre la compréhension même de l'Occident. Oui, Israël estime avoir le droit de se défendre en lançant une attaque préventive, avant même que l'ennemi ne pense à l'attaquer. C'est la théorie et la doctrine israélienne aujourd'hui. Donc, Israël ne renoncera pas à ce récit de la légitime défense, et pour cela, il considère qu'il doit frapper. Mais cette position va à l'encontre de ce que veut Donald Trump. Il va se retrouver face à une confrontation qui pourrait lui coûter cher lors des élections de mi-mandat. Il sera dans une situation très difficile, parce que Netanyahou veut la guerre pour ses élections, alors que Donald Trump veut la paix pour les siennes. Le problème, c'est qu'il ne peut pas permettre aux Israéliens de partir en guerre, mais il ne peut pas non plus les en empêcher s'ils décident d'y aller seuls, sans leur offrir un minimum de soutien. Et c'est exactement ce dilemme qui va dominer les 2 prochains mois. Oui, je pense que l'alternative en Israël, ce serait, parce qu'on sait ce qui se passe avec la guerre et les répercussions de la guerre au Liban contre l'Iran, pour Benjamin Netanyahou lui-même. Vous avez dit que dans les 6 prochains mois, on pourrait avoir cette guerre, cette occupation, au moins à cause de la situation de Benjamin Netanyahou en Israël. Mais imaginons, quelle serait l'alternative pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Ce serait Naftali Bennett. Il a dit dans une de ses récentes interviews que la prochaine cible, c'est la Turquie. La Turquie est le pire ennemi d'Israël. Et puis, il parle du Pakistan. Le Pakistan est une puissance nucléaire, vous savez. Ils ont l'arme atomique. Donc, c'est même pas une question d'Israël qui en aurait. L'Iran n'en a pas, la Turquie non plus. Mais le Pakistan, lui, est différent de ces 2 pays, parce qu'il possède l'arme nucléaire. Alors, du point de vue de l'administration Trump, ou de n'importe quel gouvernement américain, la question serait, quelle est notre stratégie pour le Moyen-Orient? Est-ce qu'on va continuer ces guerres? Donald Trump a lancé la guerre, et maintenant, est-ce qu'on va s'en prendre à la Turquie, au Pakistan? Quelle est, selon vous, la logique derrière tout ça? Tout d'abord, Benjamin Netanyahou a transformé la société israélienne qui était radicale en une société d'extrémistes radicaux. Aujourd'hui, la société israélienne veut la guerre. Et Benjamin Netanyahou dit « Avec la guerre, je suis l'homme de la sécurité ».
parce que vous serez complètement vaincu et tué si vous ne m'avez pas comme Premier ministre, car Israël est en danger. Donc, tout ce qu'on va entendre des Israéliens à partir de maintenant, jusqu'en octobre, quand les élections à la Knesset seront terminées et qu'on aura choisi le Premier ministre, il faut le prendre avec des pincettes. Parce qu'en ce moment, tout le monde est dans une logique de va-t-en-guerre. Et puis, vous avez Naftali Bennett qui dit « c'est moi le chef ». Quand il a été élu Premier ministre, il a déclaré « je n'ai aucun problème à tuer des Palestiniens. J'en ai déjà tué ». C'était sa carte de visite pour devenir Premier ministre dans une société belliciste et extrémiste comme celle d'Israël aujourd'hui. Le vrai problème en Israël, c'est le parti du Likoud, avec ses radicaux nationalistes extrêmes comme Ben Gvir et Smotrich, soutenus par les Haredim, parce qu'ils leur donnent ce qu'ils veulent et ne les obligent pas à faire leur service militaire. Ils gardent donc la majorité. Pour avoir une opposition solide, il faudrait que Benny Gantz, Naftali Bennett, Yair Lapid et Ashkenazi s'unissent, mais pour l'instant, ils ne le sont pas. Et s'ils ne s'unissent pas, ils ne pourront pas battre Benjamin Netanyahou. Et Netanyahou, lui, peut encore changer, mais il doit d'abord être réélu. Il lui faut encore quelques années pour diluer cette affaire de corruption et s'en sortir. Donc il n'a plus peur d'aller en prison, parce que Ehud Olmert y est allé, et lui aussi était Premier ministre. Il a donc vu un Premier ministre israélien aller en prison pour corruption avant lui, et il y est resté 8 ou 9 mois. Lui, il ne veut pas de ça. Il veut continuer à être Premier ministre. Et Donald Trump nous l'a déjà dit dans une de ses phrases qu'il lâche parfois, « Je ne sais pas, il va peut-être se représenter au poste de Premier ministre. » Et c'est là que le parti du Likoud a répondu, « Oui, il va se représenter et il va gagner. » Donald Trump comprend la position difficile dans laquelle se trouve Benjamin Netanyahou, mais il ne réalise pas qu'il va lui-même se retrouver dans une position difficile, parce que Netanyahou va se battre pour sa liberté. Donc, tout ce que disent les Israéliens aujourd'hui ne peut pas vraiment être pris au sérieux quand ils affirment qu'ils s'opposent au Pakistan et à la Turquie. En réalité, ils cherchent un nouvel ennemi pour que la société continue à penser en termes de sécurité, qu'il faut se défendre, qu'on est en guerre, qu'on reste en guerre, et qu'il nous faut un homme fort pour nous protéger. Et peut-être que Benjamin Netanyahou est justement cet homme fort qu'ils recherchent. Et il va le leur prouver en s'opposant à Donald Trump, son ami, celui qu'il prétendait être son ami. Ensuite, après 60 jours, puisque c'est le délai prévu pour que les Israéliens se retirent du Liban, eh bien, il ne se retirera pas complètement. Peut-être qu'il se retirera en partie, mais il restera dans les hauteurs, juste assez pour maintenir une zone de sécurité selon sa propre interprétation. Mais il ne quittera pas totalement le Liban. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la société israélienne, beaucoup pensent que Benjamin Netanyahou agit sur ordre des Américains, qu'il est contraint de faire des choses contraires aux intérêts d'Israël, mais qui, en revanche, servent les siens. Oui. Avant de conclure, Elijah, je pense qu'une des grandes pertes pour Israël, c'est la manière dont les pays du Golfe ont été influencés par la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Une guerre de choix. Ils se sont tournés contre l'Iran. Ils ont convaincu les pays du Golfe que ça allait durer à peine 4 jours, que tout se passerait bien pour eux, qu'il n'y aurait aucune menace iranienne. Moi, je n'ai jamais vu la moindre agression iranienne, d'ailleurs. Ni militaire, ni d'aucune autre forme, contre les pays du Golfe. Mais ils étaient dans cette sorte d'illusion, persuadés que l'Iran allait les attaquer, que la plus grande menace dans la région, c'était l'Iran. Sauf qu'aujourd'hui, ce calcul est en train de changer. Pas seulement à cause de la guerre avec l'Iran, mais aussi à cause de ce qu'Israël a fait avant que la guerre ne commence, à Doha. Tu t'en souviens?
15 avions de chasse israéliens ont survolé l'Arabie saoudite, traversé son espace aérien pour rejoindre le Qatar à Doha, frappé certaines cibles, puis sont revenus sans rencontrer la moindre difficulté. C'était un changement majeur pour les pays du Conseil de coopération du Golfe. Ensuite, il y a la guerre, ses conséquences et la façon dont l'économie a subi une pression énorme à cause du conflit et de la situation dans le détroit d'Ormuz. Selon vous, quel est le calcul, la logique, du côté des pays du CCG? Je sais que, quand on parle des pays du Conseil de coopération du Golfe, on parle surtout de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Deux positions très différentes, avec des visions différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je parle des pays du CCG, je pense surtout au Qatar et à l'Arabie saoudite, qui, à mon avis, sont les acteurs les plus importants de la région. Alors, le Qatar a une position particulière. Quand l'Arabie saoudite a imposé des sanctions contre le Qatar, l'Iran est venu en aide au Qatar et a offert toutes les facilités possibles aux Qataris. Et les Qataris ont de la mémoire. Ils n'oublient jamais leurs amis. C'est pour ça qu'ils ont accepté. Et demain, vendredi, ils seront là pour signer, parce qu'ils font partie des garants qui ont accepté d'assurer les États-Unis un rôle qu'aucun autre pays n'a voulu jouer. Maintenant, vous avez raison, mais laissez-moi le dire autrement. Si l'Iran avait montré des signes de faiblesse, s'il avait été gravement touché, incapable de réagir, je n'ai aucun doute que les pays du Conseil de coopération du Golfe auraient formé des escadrons aériens et commencé à bombarder l'Iran tous les jours au nom du droit à se défendre et en représailles à l'agression iranienne contre les pays du CCG. Mais parce que l'Iran n'a pas levé le drapeau blanc, parce qu'il ne s'est pas rendu, parce qu'il a continué jusqu'au dernier moment à envoyer des missiles et des drones sur Al-Islam, au Koweït, là où les Américains ont des installations à l'aéroport civil, et parce que l'Iran a aussi bombardé la Jordanie ces 2 derniers jours, poursuivant les représailles, sans montrer la moindre souplesse. Et parce que les Américains n'ont pas réussi à atteindre tous leurs objectifs. Eh bien, on parle de 2 nations dotées de l'arme nucléaire qui ont échoué face à l'Iran ce jour-là. 47 ans de sanctions. À cause de tout cela, et parce que l'Iran dispose de suffisamment de missiles pour soutenir la bataille, et même d'autres batailles, les pays du CCG considèrent aujourd'hui que finalement, ce sont les Américains qui sont la source des problèmes, et non la source de la sécurité. Les Américains ont été incapables de se défendre eux-mêmes et d'assurer la défense des pays arabes qui les payent pour ça. Le Qatar a payé pour Al-Udeid, cette immense base aérienne américaine au Qatar. Ce sont les Qataris qui ont mis l'argent. Les pays arabes ont donc beaucoup investi parce qu'on leur avait dit que l'Iran était l'ennemi. Et pendant 47 ans, les Iraniens n'ont pas attaqué. Mais cette fois, ils l'ont fait parce qu'ils ont riposté et parce qu'ils avaient prévenu avant. Alors, maintenant, je pense que les pays du CCG, la première chose qu'ils vont faire, c'est créer une coalition entre la Turquie, le Pakistan et l'Iran pour s'assurer d'avoir une alliance solide. Et c'est là qu'ils vont commencer, non pas en se détachant brutalement des États-Unis comme puissance, mais petit à petit, lentement mais sûrement, à abandonner et détrôner le dollar. C'est comme ça qu'on commence à affaiblir les États-Unis. Quand ils commenceront à traiter avec la Chine, quand ils cesseront d'utiliser le dollar pour toutes leurs transactions pétrolières et énergétiques, c'est ainsi qu'ils pourront se débarrasser de l'influence américaine, qui a montré que sa priorité, c'est Israël et non pas ses alliés du Golfe, avec lesquels elle n'a même pas pris la peine de consulter. Oui, merci beaucoup, Elijah, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de t'avoir reçu et d'entendre ton point de vue, ta compréhension de la région, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Je partage la plupart des points que tu as soulevés pendant cette discussion. Et je pense que ta vision
est très approfondie. On va continuer ces échanges. Merci beaucoup. Merci Nima de m'avoir invité. C'est un plaisir. Pleasure.